Dans un premier temps, Frédéric, j'aimerais que tu nous aides un petit peu à définir les contours de cette thématique, puisque c'est presque un petit peu devenu un mot valise, un mot fourre-tout. On parle de marketing automation ou de sales automation. Je crois que tout n'est pas toujours très clair. Est-ce que tu peux nous donner ta vision de ce que tu définirais toi comme étant l'automation? Je pense qu'il y a, quand tu sur cette question-là, quand tu arrives sur la définition de l'automatisation, on peut d'ailleurs prendre un petit peu des repères dans d'autres types de Ouais, métiers, c'est dans un d'autres moteur. types d'activités pour lesquelles l'automatisation est arrivée. Je citais ITsoft, on automatise des tas de tâches différentes. Généralement, quand on va automatiser, on va avoir, quelle que soit la fonction, bien sûr, sales marketing, mais on peut le regarder, ce qu'on fait dans les univers d'une direction financière sur ces tâches différentes, beaucoup dans nos activités, on va dire, tertiaires. On va chercher la productivité d'abord. Alors qu'on l'appelle faire plus avec moins, faire plus vite, faire mieux. C'est le premier élément. C'est là où on verra qu'on peut très rapidement ou assez rapidement tomber dans un des choses trappes en revanche de l'automatisation. Mais le premier levier, c'est quand même de trouver de la productivité, de trouver des leviers. Mais très rapidement, ce qu'on constate, c'est que surtout dans nos environnements tertiaires, quand on va automatiser, on va passer par des phases, on va dire, de digitaliser une partie d'un processus, donc d'une relation, si je prends le cas commercial, d'un processus marketing d'engagement. Ça peut être différent dans d'autres types de métiers. Je citais la finance, je peux citer les RH. Donc très vite, on va digitaliser. Quand on va digitaliser, on va très vite avoir un autre volet qui est, à mon sens, au moins aussi important que la productivité, c'est de toujours trouver le bon équilibre de ce qu'on cherche, et qu'on va avoir des données et de l'information. Et ces données, ces informations, elles vont être au moins aussi importantes pour contrôler ce qu'on fait, comprendre typiquement quand je suis sales, comment réagit, comment interagit mon prospect, mes prospects, comment je les regroupe, et donc de pouvoir mieux gérer, mieux piloter, avoir plus d'impact dans ce qu'on va délivrer. Donc voilà un peu le prisme dans lequel je pense qu'il faut regarder aujourd'hui l'automatisation d'une fonction, d'une tâche, en l'occurrence là des tâches commerciales. Ok, super clair. Merci, Frédéric. Et pour rentrer un petit peu plus dans le sujet qui nous intéresse, sur la partie marketing automation, cette fois-ci, comment tu définirais justement cette automation, cette automatisation qu'on a réussi à mettre dans nos processus? Je dirais, pour recapitaliser sur ce que, ou embrayer sur ce que je viens de dénoncer là, le premier élément, moi j'ai connu ça dès 2007-2008. Je me souviens chez Adobe en l'occurrence de mettre les solutions d'automatisation, les premiers éléments de marketing automation. Qu'est-ce que c'était ce gain de productivité, déjà de comprendre et de commencer derrière le gain de productivité, à savoir à automatiser, donc mettre en place typiquement les premières boucles de nurturing sur un contact. Donc tout ce qui était relativement manuel, il faut se reprojeter. Sans automatisation, ça veut dire des fichiers Excel qui servent dans tous les sens, renvoyer, segmenter. On va commencer de toute façon à prendre du recul. Donc très rapidement, ça nécessite aussi et ça c'est un des bénéfices, de prendre du recul et de commencer à schématiser, à définir un peu le type de conversation qu'on va avoir. Aussi bien pour créer un événement que des boucles qui sont là pour générer des leads. Deuxième bénéfice qu'il y a eu assez rapidement, bien sûr, c'est les données. Et ces données, elles ont été critiques beaucoup aussi dans la conversation. Quand on est marketeur, la conversation qu'on a, c'est la conversation qu'on a avec l'environnement commercial, que ce soit un SDR ou des sales, des account exécutifs directement. Et donc d'avoir des choses plus factuelles aussi parfois à partager sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui fonctionne, quelles sont les typologies de leads qu'on peut passer, qui vont pouvoir être traités, pas traités par l'environnement commercial. Donc l'automatisation, elle a permis très rapidement d'avoir un socle, un backbone de données sur lesquelles s'appuyer. Ok, alors merci Jean-Philippe, parce que je vois que tu nous as mis un petit mot là sur le nurturing. Frédéric, est-ce que tu peux redétailler un tout petit peu plus, peut-être pour ceux qui n'ont pas été lire dans le chat, ce que tu appelles l'automation du nurturing? Déjà définir ce qu'est ce terme de nurturing en marketing. Je ne sais pas si je vais donner la définition complète du Robert du nurturing, mais globalement, à partir du moment où vous commencez à engager un contact dans une organisation, en fonction de son degré de maturité, je pourrais revenir en quelques secondes, mais en fonction de son degré de maturité, vous allez pouvoir décider, si je suis dans l'environnement marketing, de le destiner directement à l'environnement commercial parce qu'on pense qu'il est suffisamment mature. Donc là, je vais retrouver peut-être des concepts auxquels vous avez été familier. Je suis dans mon
profil de client, de compte idéal. Je vise l'assurance, c'est un assureur. Et puis, c'est le bon profil, c'est la bonne personne parce qu'il est directeur, je ne sais pas moi, de la transformation digitale et il a téléchargé tel livre blanc qui montre qu'il est déjà bien évolué, bien avancé dans sa réflexion, qu'il est déjà en phase d'évaluation. Là, je sais que je vais automatiser ça. S'il coche ces critères-là, je vais passer ça directement à l'environnement commercial. En revanche, si ce n'est pas exactement le bon profil, si je pense qu'il est préférable, avant de le passer à l'environnement commercial, qui a eu plusieurs contacts avec ce prospect, qu'il ait montré un peu plus d'intérêt, je dirais que j'ai pu l'éduquer un peu plus, je vais commencer à enclencher sur ce prospect une boucle de nurturing, c'est-à-dire que typiquement, je vais définir potentiellement des points de contact, souvent par email, mais pouvoir aussi connecter les visites qu'il va faire sur le site web, par exemple, et de commencer à bien comprendre ce qu'il fait avant de pouvoir décider qu'il soit suffisamment mûr pour le transférer à un collègue de l'environnement commercial. Et c'est généralement une raison de productivité de coût. On sait qu'à partir du moment où on met quelqu'un dans l'environnement commercial, que ce soit un SDR ou un sales exécutif, le coût de traiter ce contact non mature, il est important puisque vous avez un salaire, il doit être payé à la fin du mois et le commercial va se focaliser sur ce qui est mature. Donc, c'est d'essayer de maturer ce contact et donc de le nurturer, de le nourrir avec du contenu, puisqu'on va de toute façon, ce nurturing se passera par du contenu, c'est-à-dire des vidéos, des activités, des livres blancs pour le faire progresser dans sa réflexion. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle le lead scoring. Tu te bases sur le lead scoring pour essayer de savoir où il en est, en fait. Donc, tu scores ton lead pour savoir où il en est et en fonction, tu regardes jusqu'à où tu dois le. Ouais. Et ça, c'est des choses, on parlait des data, c'est essentiel justement de s'appuyer sur un socle de données parce que cette typologie de scoring, donc de nurturing, elle est amenée à évoluer dans le temps. Des temps longs parfois parce que les process, la maturité d'une industrie évolue, de type de cible, d'audience qui évolue, ou tout simplement aussi, ça, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, quand on travaille sales et marketing, on parlait de relations symbiotiques, vous pouvez avoir un moment et travailler avec vos responsables commerciaux et vous rendre compte que le pipeline alors si le pipeline est très plein et qu'ils sont en train de clôturer plein de deals, vous allez peut-être avoir tendance à plutôt mettre des boucles de nurture plus longues et sortir uniquement des gens très matures. Si en revanche, vous avez un moment où le pipeline est bas et il faut travailler, vous allez être un peu plus souple dans le scoring qui vont être donnés aux différents leads et donc le nurturing marketing qui va se faire avant de passer au sales. Et je pense qu'on va retrouver ensuite le même nurturing d'un sales avec ses propres prospects ou quand il fait la prospection lui-même. Ok, très clair. Alors, on a une question de Hossein qui nous demande si le lead nurturing passe uniquement via l'inbound marketing ou si l'outbound peut rentrer dans une catégorie de lead nurturing. Ma conception, le nurturing dépend peu de savoir si votre lead va venir de l'inbound ou de l'outbound. C'est plus d'essayer de définir, encore une fois, un scoring, généralement, on va retrouver son degré de maturité. Repris sa maturité, qu'est-ce qu'il a consommé. C'est certain que si je veux faire un scoring, potentiellement, en tant que marketeur, je peux me dire que la source d'arrivée du leads est une information qui peut être importante. Typiquement, si quelqu'un est arrivé en tapant quel mot-clé sur un moteur de recherche, il est peut-être moins mature que quelqu'un qui est venu et qui a discuté un quart d'heure sur un salon. Donc, c'est un élément qui va faire partie du scoring d'une manière ou d'une autre, la source dont elle est. Mais c'est pas, il n'y a pas conceptuellement, il n'y a pas de différence entre les deux, à mon sens. Oui, par contre, ce qu'on peut dire clairement, c'est que sur la première partie de génération de leads, c'est quand même aussi beaucoup d'inbound ou tu considères qu'il y a aussi beaucoup d'outbound dans les démarches des équipes marketing? Pour moi, ça dépend. Je pourrais citer le cas de récemment que j'ai chez Adobe. Est-ce que j'emploie de l'inbound ou de l'outbound? Bon, on va tuer le débat. Globalement, est-ce que tu es inbound ou outbound? Moi, je suis outbound. En fait, je pense qu'il n'y a pas de stratégie qui ne peut pas marcher à peu près sur les deux pieds. Maintenant, sur quel pied on va marcher principalement? Je prends le cas de ce que j'avais chez ITsoft. D'un côté, on va cibler typiquement des directions financières sur des process très matures, qui plus est actuellement avec un environnement réglementaire qui pousse tout le monde à bouger. L'inbound va être clé, que ces gens-là sont en train de chercher. De l'autre côté, je vais aider des assurances, des grands comptes, plutôt des banques, à transformer leur process. Je n'ai pas envie de dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, mais ils cherchent plein de choses, en fait. Là, j'ai besoin d'avoir énormément d'outbound pour aller m'enclencher dans les bons process avec les bonnes personnes. Si j'attends qu'ils tapent le bon mot-clé sur le moteur de recherche,
je vais y passer beaucoup de temps. Donc ça, est-ce que je suis sur un marché, on va dire pull ou push, hein, un marché de la demande ou de l'offre? C'est là où généralement on va régler le mix entre l'inbound et la outbound pour avoir le bon volume, on va dire, d'inquiries, hein, de contacts qui vont venir dans mon funnel marketing. OK. Donc, Pierre nous demandait Alto Massacre, pourquoi ce titre? Écoute, ce titre nous est venu parce qu'on en a tous, je pense, subi une bonne partie d'harcèlement, d'automation avec des séquences toutes plus répétitives les unes que les autres. Donc, on s'est dit, Pierre, que cet outil, enfin, cette façon d'envisager la relation était tellement chouette qu'il serait temps d'arrêter de massacrer le joujou. J'espère que ça répond à ta question. Alors, maintenant qu'on a un petit peu redéfini, alors peut-être réexpliquer à ceux qui ne sont pas forcément dans des entreprises qui ont cette organisation, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de marketing qui ferait de lead-band avec des SDR, qui ensuite passerait les leads à des accounts exécutives. Donc, rappelons un petit peu que ça, c'est un schéma qui s'est beaucoup développé dans les entreprises SaaS, Oui. avec ce qu'on appelle beaucoup le marketing first, c'est-à-dire le marketing qui est vraiment en charge de générer les premières demandes pour générer ce qu'on appelle des MQL, Marketing Qualified Leads, en fonction avec différents degrés de lead scoring, et puis en fonction des objectifs aussi qui sont donnés à l'équipe marketing. Ensuite, ce lead, une fois qu'il est scoré, il arrive dans l'équipe SDR, qui va être chargée de transformer le MQL, donc Marketing Qualified Leads, en Sales Qualified Leads, c'est-à-dire une opportunité où on considère qu'il y a a priori un sujet qui devrait normalement rentrer dans le CRM. Est-ce que on est en phase, Frédéric? Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Je suis absolument d'accord avec ça. Et donc, tout le travail consiste entre ces fonctions, alors elles peuvent être reportées à différentes personnes dans l'organisation, de bien définir les, je vais utiliser le terme anglais, hein, mais les SLA, les niveaux d'accord, d'agreement entre les différentes fonctions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un MQL? Il faut que ce soit aussi bien la fonction SDR que la fonction marketing qui se mettent en phase de dire un MQL, c'est ça que ça a comme tête. Donc, c'est tel type de profil, tel type de fonction. On parlait de scoring, il a scoré sur tels éléments. Et même élément pour le SDR, quand il envoie quelque chose à un sales, d'avoir bien les SLA qui sont bien définis de ce que c'est qu'un SQL à accepter par les sales. En règle générale, alors je ne sais pas si toutes les organisations le font, moi j'ai toujours fait comme tel. Et là, les systèmes, on parle de digitaliser, d'automatiser. Quand on va proposer un SQL à un sales, typiquement, c'est lui qui va l'accepter ou pas. Hein. On monitore de manière très proche le taux d'acceptation des sales vis-à-vis des leads proposés par les SDR. Parce que ça veut dire que si le taux est trop bas, la qualité de ce qui est envoyé par les SDR est probablement pas bonne, c'est analysé. Vice-versa, s'il est trop haut, on peut prendre un peu plus de risques et relâcher un petit peu et fournir un peu plus de leads. On fait probablement de la trop grande qualité, de l'over quality. Généralement, ce qu'il faut, c'est bien d'ailleurs analyser tout le pipeline quand on fait ce genre de review. C'est pour ça on parlait des relations symbiotiques, sales et marketing. Il faut prendre quasiment depuis les inquiries jusqu'à la clôture et bien regarder là où on va dire, des trous dans la raquette, des trous dans ce funnel. Parce que on peut avoir des cas où typiquement on va se dire tiens, les sales ont un niveau, par exemple, un ratio de SQL à lead gagné, clôturé, qui est faible. Mais la réalité, c'est que c'est la qualité de ce qui a été mis en amont qui n'était pas correcte, en fait. Donc, il faut toujours regarder l'ensemble de la customer journey, on va dire, et du travail du prospect pour essayer de comprendre où se trouvent les enjeux dans son pipe. Mais ça nous éloigne un tout petit peu Oui, non, mais c'est un sujet important parce que c'est un sujet de friction du quotidien. Oui. On entend beaucoup de sujets de friction entre les équipes avec les accounts exécutifs qui n'acceptent pas les leads, les SDR qui disent que les MQL eux-mêmes ne sont pas assez qualifiés. Enfin, comme tu le disais. La conversation typique, je pense qu'il faut se mettre surtout ensemble autour d'une table et essayer de rationaliser. C'est pour ça qu'automatiser, ça donne des données, ça permet d'objectiver un certain nombre de choses. Ce n'est pas de savoir si quelqu'un a bon ou a tort, parce que sinon, la conversation, c'est j'ai pas assez de leads, ils ne sont pas bons, et le marketing qui dit je t'ai donné plein de trucs et tu n'en as rien fait. Et avec ça, on ne fait pas grand-chose. Et quand on a automatisé, on a digitalisé par en dessous, on a quand même de la donnée qui nous permet à ce moment-là d'analyser ensemble et de regarder où est le problème qu'on retrouve. Parce qu'à la fin, de toute façon, le but, c'est de générer du business. Clairement.
Bon, maintenant, je trouve qu'on a planté le décor de manière assez complète. Rentrons dans le vif du sujet, Pierre, pour que tu comprennes pourquoi on a appelé cette conférence Alto Massacre. Frédéric, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton retour? Je pense que toutes les personnes qui sont ici reçoivent de plus en plus régulièrement des séquences automatisées, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur leur messagerie. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un petit topo sur le sujet? Ouais, je vous ai préparé aussi quelques captures d'écran de choses que j'ai pu recevoir ou vous avez compris que j'ai quitté mes fonctions précédentes il y a quelques jours. Donc, je n'avais plus forcément accès à tous mes mails que je reçois. Mais j'ai quelques éléments. Et puis, pour donner ce qui est peut-être, alors on va garder un petit peu de franglais dans notre façon de s'exprimer, mais les worst cases, hein, les mauvais scénarios, et puis quelques éléments que je mettrai plus dans les bonnes pratiques. Je vais partager l'écran. Vas-y. J'espère que ça va le faire. Je vais juste vérifier, Frédéric, que tu as les droits. On va voir si ça Ah, marche. on me dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Alors, attends, je vais tac, tac, tac. Si je te nomme là, ça doit pouvoir marcher. Voilà, Essaye. parce qu'effectivement, l'idée, ce serait de voir à quoi ressemblent les séquences qu'on n'apprécie pas, pourquoi ça s'est autant développé en quelques années. Et puis après, évidemment, Frédéric, si tu peux nous donner un petit recueil de bonnes pratiques Alors, pour je vais vous partager arrêter le massacre. Zoom. Est-ce que vous voyez un écran là? Parce que, attendez, Zoom. Alors, normalement j'ai changé le paramétrage, donc ça devrait peut-être pouvoir marcher. Alors, maintenant, Zoom me demande des tas de trucs. Je n'ai pas. Il n'y a aucune comparaison entre les outils. Bilan info. Voilà, tac, ça devrait. On ne pourra plus enregistrer. OK, quitter, ouvrir, on va voir ce que vous avez. Quitter la réunion, non. Est-ce que vous voyez un écran? Non, là, pas d'écran. Alors, vous devriez Alors, c'est bientôt. Sylvain qui a disparu, mais J'ai rien fait sur Sylvain, a priori. non, mais. Alors là, on voit ton écran. Ouais, est-ce que vous voyez a priori une slide avec logo? Ouais, super. Oui, c'est bon. Avec les deux écrans, il faut gérer. Et je vais essayer de retrouver Sylvain, du coup, dans l'intervalle. On voit ton nouveau contrat de travail. C'est parfait. Tu as le salaire? Dans quelques points, donc je vous dis que j'ai demandé aussi à des collègues de m'envoyer quelques éléments. Pour vous donner une idée, c'est toujours intéressant de savoir, moi, directeur du marketing, des contacts via LinkedIn, via email, parfois par téléphone direct, professionnel, hein, j'entends pas seulement ceux qui veulent me vendre du gaz moins cher ou qui veulent revenir sur mon compte de formation. Ça doit être à peu près 3 à 4 par jour, surtout quand on est sur des pics, typiquement la rentrée en septembre ou autre. Bon, quelques éléments qui ont été faits comme ça et puis qui donneront les cas de ce qu'on peut voir. À gauche, vous voyez une séquence. Alors, toujours un côté intéressant et on va voir qu'on va mixer très rapidement l'automatisation et surtout le peu de temps qui a été passé parce qu'on automatise ou qu'on envoie des messages, le peu de temps passé sur le message en tant que tel et la proposition de valeur qui est faite. Donc, on va retrouver typiquement dans les cas un peu compliqués, qui fonctionnent mal, typiquement celui qui s'excuse. Hein. Quand vous commencez un mail avec j'espère que vous allez bien ou j'espère que je ne vous dérange pas ou j'espère que ça vous est bien parvenu, en règle générale, il n'y a pas beaucoup d'assurance, pas beaucoup d'assertivité et ça passe difficilement le cut. On voit en bas en droite également là les séquences et là on a des séquences, elles arrivent, elles sont longues. Il faut 5 minutes pour lire le mail et comprendre ce qu'il y a dedans. Donc on vient beaucoup sur le contenu aussi hein, et la proposition de valeur, mais difficile de suivre. Donc ça globalement, je vous le prends et je pense que c'est pareil pour tout directeur ou responsable que vous contactez. Vous avez 2 secondes pour faire. Pardon? Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait laissé son micro. Vas-y. Ok. Troisième point que vous voyez en haut, assez classique aussi, ça vous ferme la porte pour moi assez vite et vous pouvez envoyer les boucles que vous voulez, qu'elles soient par LinkedIn, par email. Alors, c'est celui qui est from Christian Barou, c'est ça? Ouais, celui en haut à droite. Donc là, vous avez, alors je vous garantis, hein, je ne vous prouve rien, ce n'est pas fait sur un autre, je vous garantis en 15 secondes que je vais vous faire 150%. Bon, vous pouvez toujours essayer d'attraper des mouches avec du vinaigre, mais moi je lis ça, je me dis je vais juste perdre du temps avec quelqu'un qui va me casser la tête pendant longtemps. Donc là-dessus, il n'y a rien. Et ce que vous allez voir souvent dans ce qui ne fonctionne pas d'ailleurs, c'est que tout le message, que ce soit marketeur ou sales, quand on cherche à prendre contact, tout le message est tourné beaucoup plus autour d'eux-mêmes, de ce qu'ils font,
que d'essayer de comprendre ce qu'on fait, en fait. Où là, on peut venir apporter un bénéfice. Quel métier, je suis marketeur ou je suis éditeur de logiciels. Donc, comment je m'adresse à ce type d'éléments-là. Souvent, ça veut dire aussi que par l'automatisation, on n'a pas fait des segments d'audience suffisamment proches l'un de l'autre. Donc, on envoie le même message à peu près à tout le monde. On ne cherche pas à personnaliser à minima le message. Je reviendrai plus maintenant sur d'autres types qui, pour moi, ont mieux fonctionné. On le voit ici, quelques exemples que j'ai repris sur LinkedIn, plus ou moins récents, où on voit des choses déjà beaucoup plus sharp en règle générale, beaucoup plus claires, sur tout ce que ça laisse. Et ça, c'est un point clé, à mes yeux, c'est que ça me laisse la liberté. C'est peu intrusif. C'est moi qui vais choisir quand, comment je continue à reprendre l'action. Donc souvent, là, ce n'est pas de me dire est-ce que tu es disponible demain 10 heures pour un appel. Ça, je pense que ça ne marche jamais. Utiliser des choses comme Calendly ou d'autres pour aller soi-même aller directement à l'heure qui me conviendra, prendre le rendez-vous, il y a plus de chances que j'y aille. Fournir des contenus, puisqu'on parlait de nurturer, et la même démarche va se retrouver dans une boule d'automatisation sales. Commencer par prendre un contenu. On a fait une enquête de près de 350 marketeurs, son content marketing. Est-ce que l'enquête t'intéresse? Et puis ensuite, la conversation va pouvoir se construire. Et on a un peu la même chose sur celui de droite qui me propose des options pour prendre contact et poursuivre. Et donc là, c'est plus des méthodes, des boucles qui ont plus de chances de capter l'attention. Voilà un petit peu des choses que j'ai pu retrouver sur quelques éléments reçus ces derniers temps. Et qui montre effectivement ce qui est des bonnes pratiques ou des mauvaises. Je vois que Sylvain et Alors, j'ai rejoint mon camarade. Nous sommes passés du virtuel à la visio, au concret. Alors, dans l'intervalle, je crois qu'il y avait, je crois que c'était Jean-Philippe et puis il y avait peut-être Omar aussi qui souhaitait, enfin, en tout cas, soit à travers une question par rapport à ça, mais si Jean-Philippe a une remarque, le temps que Sylvain se réinstalle ou en tout cas un petit Avec plaisir. commentaire. Bien sûr, oui, la question, c'était tout à l'heure, tu mentionnais le fait que les sales et les marketeurs sont insatisfaits l'un de l'autre. Les leads ne sont pas traités par les commerciaux, les leads ne sont pas de bonne qualité pour les commerciaux d'après les sales. Donc, chacun n'est pas content. Que faudrait-il changer dans les méthodes de déploiement des outils pour onboarder, pour que tout le monde soit content, pour engager tout le monde? Enfin, qu'est-ce qu'il faut changer si ça ne marche pas? Alors, je ne t'ai pas dit que 100% des sales et des marketeurs ne sont pas satisfaits l'un de l'autre. D'accord? Mais la phrase que je donnais, et ce que Sylvain remettait aussi, c'est les choses que tu entends le plus fréquemment. D'accord? Oui. Je pense que ce qu'il faut changer, ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est pas, sincèrement, c'est pas lié à l'outil. L'outil, ça va être un moyen. Et entre autres parce que ça va permettre de tracer et d'avoir de l'information et des choses relativement objectives. C'est vrai que si on revient, et s'il y en a encore qui travaillent comme ça avec des fichiers Excel et des emails qui circulent dans tous les sens, là, on est dans de la perception de tous les sens. Et je pense qu'il est très difficile de se mettre autour d'une table entre deux acteurs et d'essayer de faire quelque chose si on est sur de la perception, et je ne rentre pas dans la relation humaine qu'il faut forcément créer. Donc, quand on a automatisé, qu'on a les outils de marketing automation, un CRM, on a de l'information. Donc là, le premier élément, c'est d'essayer de comprendre. Il faut vraiment comprendre, je le redonnais tout à l'heure, il faut vraiment essayer de comprendre conjointement tout le parcours que va faire un prospect depuis un premier contact quand il va arriver typiquement sur un site web où on aura fait l'interaction jusqu'au moment où on va clôturer. Et essayer de comprendre ce qui se passe, et d'aller mapper ça et de regarder sur ce map comment on fonctionne. Où est-ce qu'on a des enjeux dans le pipe de manière le plus objective possible. Faire du se montrer du doigt, du fingerpoint ne sert à rien. Et là, les outils sont très, très utiles parce qu'ils nous donnent les données, en fait. Et après, le point clé, à mon sens, ça nécessite du leadership de la part de l'ensemble des acteurs, c'est de bien définir les SLA, donc les critères de passage d'une étape à une autre. Je pense que 50% au moins du travail doit être là, parce que si on ne le définit pas bien, si on ne se met pas d'accord sur ce que c'est, sur ce que peut faire le marketing, sur ce qu'il doit faire, sur à quoi ça ressemble un bon lead, et vice-versa, d'un SDR vers un sales, ce sera très compliqué d'avoir le moindre élément de performance.
Alors, justement, les commerciaux disaient pendant longtemps, «Oh le marketeur», encore une fois, pardon, j'ai l'impression de généraliser, je généralise pas, il y a plein de boîtes où ça se passe bien. Mais beaucoup de commerciaux disent, «Oui, non, mais les marketeurs, ils savent pas ce qui se passe sur le terrain, ils connaissent pas la réalité terrain parce qu'ils viennent pas en rendez-vous». Est-ce qu'avec le Covid et la visioconférence, est-ce qu'avec le fait d'être à travers un écran, les marketeurs, si tu veux, si mon client est à Lyon et que tu es à Paris, le marketeur, il va pas venir voir mon client parce qu'il faut se déplacer, c'est compliqué, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, le temps de déplacement. Mais maintenant, avec la visio, est-ce que les marketeurs sont plus venus en rendez-vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de marketeurs qui disent aux sales, invitez-moi dans des rendez-vous en visio parce que je peux y venir 5 minutes pour poser 3 questions, mieux comprendre. Je ne Est-ce que saurais pas. ça a rapproché Ouais, les sales et ouais. les marketeurs? Ça Je ne les a saurais pas rapprochés? te le généraliser. Alors, quand on dit marketeur, je vais faire juste un point peut-être aussi pour notre audience là. Quand on dit marketeur, on a mis un grand sac. C'est un peu comme on me dit je vais chez les sales. Et alors je me rends compte que j'ai effectivement dans une équipe commerciale, ce qu'on avait tout à l'heure, on a des SDR, des sales plus juniors, des exécutives seniors, j'ai des avant-ventes, j'ai des consultants. On se dit il y a un grand paquet là-bas. Marketing, on dit il y a un grand paquet des marketeurs. Dedans, il y a des gens qui sont responsables de faire des campagnes marketing Oui. pour alimenter, créer l'audience. Il y a typiquement, sauf je pilotais l'ensemble du marketing, boîte française, le product marketing. Product marketing, donc c'est dans de la tech là, c'est lui les clés, avant, après, pendant, durant, il voit des clients. S'il ne voit pas des clients, des prospects, plus tout l'écosystème, les partenaires, il vaut mieux qu'il change de métier parce qu'il va s'enraciner. Et il parle énormément également avec ses commerciaux, puisque c'est quand même eux qui ont un retour du terrain. Est-ce que ça s'est amélioré est-ce que c'est plus simple grâce au Covid? Oui, c'est vrai que c'est plus simple de se glisser dans un call que d'aller, je ne sais pas, on a bossé beaucoup dans l'assurance que de prendre un train pour aller à Niort. Il faut le faire, il faut aller voir les clients. Il faut de toute façon aller les voir in situ dans beaucoup de cas. Si je suis celui des campagnes qui crée les activités marketing, je n'ai pas le même besoin, mais à mes yeux, il a toujours été essentiel qu'un marketeur aille clairement regarder, discuter avec son environnement commercial sur la qualité de ce qu'il fournit et puis de toute façon d'avoir des retours de ce qui est en train de se passer sur, alors qu'on l'appelle le terrain, mais de la perception, parce qu'on peut rester dans sa tour d'ivoire quand on est marketeur. Je pense que ce qui a beaucoup évolué au cours des dernières années, et on parle de ce rôle SDR ou autre, c'est qu'on a eu pendant longtemps des marketeurs qui étaient plutôt des marketeurs de brand, en fait. Donc, je fais des trucs sympas, j'en mets un peu partout. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas de la créativité, qu'il faut bien sûr construire une marque. C'est beaucoup plus facile de générer des leads quand on a une marque forte qu'une marque faible. Et mon ROI est beaucoup plus important si j'ai une marque forte. Il faut construire la marque, mais qui faisait essentiellement de la marque, qui était très loin des problématiques de génération de demandes et génération de leads. Je pense que quand on met des marketeurs qui sont clairement orientés sur la génération de demandes, on calme quand même clairement Bien sûr. Alors, tu dis qu'il y a plusieurs métiers marketing. Le product marketer, oui, il doit être en face de son client pour comprendre et développer un produit. Mais il y a tout, c'est comme dire, il y a les développeurs ou même les sales d'ailleurs. Il y a plein de variétés. Est-ce que les commerciaux manquent de culture marketing pour comprendre les nuances entre les différents métiers, savoir qui fait quoi, donc savoir à qui s'adresser, pourquoi, parce que c'est pas le product marketer qui fait la campagne de marketing automation. Et c'est intéressant ton point. On dévie un tout petit peu, mais ton point est intéressant parce que je l'ai souvent constaté. Alors, ça peut dépendre de la curiosité, on va dire, de la personne. C'est presque plus individuel aujourd'hui, mais peut-être à défaut d'avoir eu des socles de formation. Je dirais que si je suis dans le département marketing, un marketeur, une de ces personnes qui a une de ces casquettes, je pense que très rapidement, même si je suis un peu design, mais je suis dans une organisation commerciale, je vais aller comprendre ce qui se passe après, quels sont les rôles qu'il y a après à minima. Je peux très bien, moi, quand je suis sales, me dire, bon, moi, je vois des leads, moi, devant, j'ai une entité et je me moque de savoir qui ça peut être. Je pense qu'il est important d'essayer de comprendre quelle est la mécanique, quelle est la Les nuances entre les métiers. pour savoir à qui s'adresser aussi. Bon, après, toutes les organisations, quand on est en fonction de la taille d'une entreprise, ce qu'on essaie de ne pas faire, parce que ça, c'est un truc très compliqué pour les commerciaux. Je parlais de product marketing, mais parfois le product marketing lui-même travaille forcément avec les marketeurs, les responsables de campagne. Il travaille énormément avec l'environnement commercial, formation, enablement, voilà, il va voir les clients, puis il travaille avec on va dire souvent la R&D, le product management, pour aider à définir les grandes orientations de l'offre.
Je suis commercial, j'ai une demande de clients sur où est-ce qu'on va, quelles vont être les prochaines étapes de l'offre. Est-ce que je vais travailler avec le product marketer, avec le product manager à la R&D ou autre? Et ça veut dire qu'il faut aussi très bien le définir dans une organisation. Ça, c'est le coup classique où quelqu'un promet une chose, mais c'est plus dans la roadmap. Voilà. Alors, merci Merci. pour toutes ces précisions, effectivement, qui sortaient un tout petit peu du débat, mais qui nous remet quand même sur une partie du débat, puisque on peut finalement dire que tout ce qu'on vient d'évoquer là, c'est que quand le marketing discute vraiment très bien avec le sales, on a des chances de faire de l'automation un peu plus qualitative. Mais je voyais passer des éléments sur lesquels j'aimerais revenir, puisque effectivement, une des clés de l'automation, c'est aussi la personnalisation. Alors, comment on fait pour gérer ces deux éléments qui paraissent, somme toute, assez antinomiques finalement, de faire à la fois de l'automation qui, dans l'esprit de tout le monde, inclut, en tout cas dans l'imaginaire collectif, inclut des grandes masses, et la personnalisation qui, par définition, paraît plus restreinte. Alors, avant que vous puissiez répondre, vous êtes quelques-uns à vouloir prendre la parole, mais vous inquiétez pas, on continue l'échange et on va pouvoir vous donner la parole, Pierre aussi, et ainsi de suite. Il y a un nécessaire équilibre à trouver. Il y a un nécessaire équilibre à trouver et il ne va pas être le même pour chacun. Mais clairement, de toute façon, le défaut principal de l'automatisation qu'on peut voir, d'ailleurs, qu'elle soit opérée par des responsables de campagne marketing ou des commerciaux, qui soient des SDR ou autres, dans leur prise de contact, en règle générale, c'est le message, il est, alors quelques-uns que je vous ai montrés, est trop générique. Pas assez tourné vers son audience. Donc, on n'a pas fait le minimum de recherche pour comprendre son audience, le profil, ce qu'on peut lui proposer, la valeur qu'on peut apporter, mais quel problème je cherche à l'aider à résoudre. Donc, ça, c'est le point numéro 1. Donc, on va revenir pour comment je personnalise. Est-ce que je dois faire du one-one spécifiquement ou est-ce que je fais des groupes? Bon, le deuxième aussi que je vois arriver souvent, je l'ai beaucoup vu avec les marketeurs, je pense qu'on va retrouver la même chose chez les sales, c'est que j'ai un super joujou. Ça me permet de faire l'automatisation et je passe plus de temps sur la technologie et sur les grands éléments. Alors, je fais un grand map là, en 12 touches de ce que je vais faire avec la personne que je vais contacter. Donc, je vais lui envoyer un email. Après, je vais le reprendre par LinkedIn. 2 jours après, j'appelle sa belle-sœur. 3 jours après, je refais ça. Bon, généralement, il n'y en a pas un qui passe à travers la boucle. J'ai consommé énormément de temps. J'arrive presque à dire, je me suis fait plaisir à faire ça. Donc, mon message en permanence, c'est commencer simple. Commencer simple dans les boucles d'automatisation et de nurturing et utiliser des données pour progressivement les enrichir. Sur la personnalisation, je pense que c'est une démarche qui ressemble à celle que font les marketeurs. Il faut se faire des groupes d'audience auxquels je vais pouvoir distribuer un message qui sera pertinent pour chacun d'entre eux. Si j'adresse différents types de secteurs d'activité, si j'adresse différents types de personas, il faut que j'adapte mon message aux différentes personas, aux différents types que je fais. Donc, ça veut dire que je vais faire des groupements, on appelle ça des clusters ou autres, plus petits, auxquels je vais pouvoir tracer une boucle d'automatisation. Ok, donc ce qu'on peut dire, c'est que finalement, un des bons conseils à donner dans l'automation, c'est de surtout pas vouloir le faire d'une manière trop industrielle avec des batchs ou des clusters, comme tu dis, qui soient trop importants par facilité, parce qu'on est tenté de le faire. On se dit, bah, génial, j'ai un outil, je peux shooter mes 5000 adresses mail et à la limite, plus j'en shoot et plus j'aurai de retour. On a toujours cette tendance à avoir cette vision-là, alors que dans le marketing automation, on est quasiment sur l'inverse de ça. Mais ce côté, je shoot des emails et je verrai bien ce qui se passe. Le marketing l'a fait avec l'automatisation. Il y a un nom, je pense, tous les marketeurs connus, c'est le spray and pray, en fait. J'en jette partout et je fais une prière, je vais à Lourdes et je regarde et je vois si ça accroche quelque part. Généralement, ça ne marche pas très bien. Et aujourd'hui, d'ailleurs, et les environnements commerciaux sont totalement investis dans ce genre-là. C'est des démarches de type account-based marketing qu'on voit de plus en plus se développer, donc vraiment se focaliser. Si on va au bout du bout dans certains types d'organisations, quand c'est pertinent, c'est de prendre quelques comptes uniquement. Et là, je vais devoir faire une recherche très pertinente. Là, mon message, il va être one-one. Je vais prendre la personne, je vais comprendre ce qu'elle fait. Si je vais au bout du bout, si je dois viser 50 comptes dans l'assurance, je vais essayer de bien comprendre quels sont les enjeux de l'assurance à aujourd'hui et d'avoir un message qui va résonner par rapport à ces comptes, tourner vers leur enjeu, pas tourner vers moi j'ai une solution qui permet de faire ça. Bien sûr. J'ai une petite question du coup, Frédéric, parce que tu disais ça marche plus très bien, ainsi de suite.
Et pour autant, on n'a pas le sentiment que la pente décélère. Je m'explique. C'est un peu comme les sondages. On ne cesse de mesurer l'écart qu'il y a entre le résultat final et là-dessus. On a l'impression que plus on constate ça, plus on consomme de sondages pour se rassurer encore plus. Et donc là, on n'a pas le sentiment que dans le marketing automation, qu'il y ait une décélération en quelque sorte de l'usage un petit peu bourrin pour aller vite, justement de ce type de pratique. Non, je pense que la perception, elle est correcte. Je prenais les exemples que j'ai là. Je pense qu'il y en a de plus en plus parce que je pense que si je prends tu as le marketing, l'automation marketing, je pense que dans les 5 dernières années, toutes les organisations ont adopté des solutions, qu'elles soient HubSpot, Marketo ou autres, en fonction de leur taille. Salesforce, bien sûr. Pareil sur le sales automation, je pense que c'est d'ailleurs beaucoup plus récent, le côté sales automation en tant que tel, c'est dans les 3-4 dernières années. Donc oui, on a plutôt l'impression qu'on a une vague. La question réellement à ce que chacun doit se poser, c'est quel est l'impact et quel est le retour qu'on a de ces efforts-là. Est-ce qu'ils sont pertinents? Donc, on le donnait tout à l'heure, envoyer en batch en se disant je verrai bien si ça colle. Je pense que les organisations marketing matures, par exemple, qui ont commencé l'automatisation bien avant, elles sont parties de ces éléments-là. On le voit très vite, je pense que vous le recevez, on le voit très vite qu'on est ciblé par quelque chose qui est parfaitement automatisé. Un des premiers trucs qu'on voit très vite, alors sur LinkedIn, c'est classique, je ne sais pas comment certains réagissent. Bon, quelqu'un prend contact avec vous, donc super, vous arrivez, on va se faire copain. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais très bien, quelqu'un qui a l'air pertinent, qui a le bon rôle dans une entreprise de tech ou autre. Vous cliquez, tout de suite, vous avez dans votre message qui arrive bonjour, est-ce que je peux te parler demain? C'est certain que ce n'est pas quelqu'un qui a voulu me parler. Donc, il faudrait au moins faire semblant, un minimum, qu'il s'est passé quelques minutes, qu'il a réfléchi. Et donc, ça, je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a qui ont le moindre succès avec ce type d'approche. Mais est-ce qu'on peut se dire aussi qu'effectivement, Erwan disait, on ne voit pas la décélération parce qu'on est un peu biaisé par notre secteur d'activité, qui, je pense, a été plutôt un early adopter de tous ces systèmes-là, de tous ces outils. Et je crains qu'au contraire, on soit quasiment qu'aux prémices d'un phénomène qui va encore grossir. Et est-ce que tu penses, parce que je vois moi énormément sur LinkedIn et sur d'autres plateformes, beaucoup de gens qui proposent des templates. Je pense que ça a aussi contribué à nuire à tout ça, c'est-à-dire qu'on a tous le même outil, la même philosophie entre guillemets, et en plus des templates qui sont ultra proposés, avec des copywriters qui essaient de nous faire croire que en 3 messages, on va tous avoir des clients. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça a eu un impact fort sur la fameuse catastrophe annoncée de l'automation? Ce que tu mets là, c'est un concept marketing qui est toujours essentiel, c'est la différenciation. Donc, plus tu vas avoir, de toute façon, quand tu as eu on va tous se remettre, on fait un retour en arrière, on appuie rewind, on reprend, alors je ne sais pas, je vais peut-être dire une erreur, Jean-Philippe ou d'autres me reprendront, mais tu prends LinkedIn et les contacts que tu as sur LinkedIn, tu refais un retour 4 ans en arrière. LinkedIn n'était pas les contacts, quelqu'un commençait à te contacter par LinkedIn, tu n'en avais pas 40 par jour, tu regardes un petit peu, voilà, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il passe par là, et tu regardais. Bon, aujourd'hui, tu en reçois 5 par jour. Je pense que je ne suis pas l'un de ça, facilement, suivant plus sur les bonnes journées. Donc, tu as très peu de chances pour émerger et comment tu es différent également. Donc, tu reviens, si tu lis un template, généralement, ta marque, alors si c'est LinkedIn, c'est un peu plus compliqué. Sur un email ou autre, ta marque, elle a quand même un peu de branding. Mais si tu lis un template, le truc effectivement que tout le monde a toujours vu, tu as très peu de chances d'émerger. Et donc, le travail, ça demande un travail, ça va demander pour les marketeurs, ça le demande pour les sales quand ils font eux-mêmes de l'automatisation de leur prospection. C'est de bien travailler sur son audience, de faire ses bons segments d'audience et essayer de travailler le bon message, la bonne offre pour capter l'attention. C'est très compliqué, c'est très difficile. Il n'y a rien de plus difficile que d'essayer de capter l'attention. On le sait, historiquement, on le faisait par téléphone. C'est un job qui est très compliqué. Mais d'avoir mis l'outil dans les mains, effectivement, on peut avoir une impression. Je pense que les marketeurs ont tous vécu ça, les équipes marketing ont tous vécu ça. On a automatisé le marketing avant l'environnement sales. C'est j'ai un outil, je vais faire des boucles insensées et puis je passe plus de temps là-dessus et puis j'ai une grande database, donc j'y vais à fond. Donc c'est facile. Là maintenant sur LinkedIn, je peux mettre plein de gens d'un coup derrière, etc. Donc j'y vais et j'ouvre au maximum. On s'est assez rapidement rendu compte que ce n'était pas assez productif, ça ne fonctionnait pas. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur les boucles,
en échangeant avec différentes personnes, je crois que ce qui a aussi beaucoup agacé et ce qui fait peser une mauvaise image parfois sur l'automation, c'est ces boucles qui n'en finissent plus. C'est-à-dire que tu ne réponds pas, tu as un deuxième mail, un troisième mail, un quatrième mail, un cinquième mail, un sixième mail parfois, avec l'image de quelqu'un qui se pend ou un petit chaton qui te fait les yeux doux. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis pour toi, une boucle, ça doit être sur combien d'éléments? La première question, Et, d'ailleurs, et- et est-ce qu'il y a un moment donné où il faut admettre que tu t'es trompé de prospect et que ton sujet ne l'intéresse pas? oui, je pense qu'à un moment, il faut admettre, surtout quand on est en pure prospection, de toute façon, par définition presque, hein, il y aura plus de prospects potentiellement, mais qui ne seront pas à ce moment-là intéressés par l'offre ou de rentrer en relation. D'ailleurs, on le voit, je montrais un exemple tout à l'heure, il y a des boucles ou des façons de travailler qui font qu'il y a un temps significatif qui peut se passer entre plusieurs touches. Combien est-ce qu'il faut de contacts? Pas évident. Typiquement, chez ITsoft, quand je travaillais là avec les SDR jusqu'à récemment, et les outils aident ensuite à ça, c'est que vous avez des SDR qui arrivent, donc des Sales Development Rep, essayer de les onboarder, de leur mettre, on définit un peu, voilà, quand tu prends un contact, quand tu vas recevoir un MQL, voilà le cycle à travers lequel tu le fais passer. Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on fait, comme certains me répondaient parfois, je le fais au talent. Donc ça veut dire que des fois, je vais faire 2 coups de fil, des fois, je vais faire 3 LinkedIn, comme je le vois. On n'a aucune capacité d'ailleurs à améliorer s'il n'y a pas un minimum de process. Donc on le définit, l'outil permet de se mettre dedans. Généralement, on va faire 3-4 touches, en fait. Il y a un moment, vous mieux partir ailleurs. Mais même chose sur le marketing. Moi, j'ai souvenir d'un jeune marketeur et je donnais un petit peu le syndrome. Donc, il avait fait une super boucle. Voilà, on le laisse un peu travailler. Il fait sa boucle avec 6 appels. Déjà, ça veut dire qu'il se pose des tas de questions sur le contenu. Il s'était quand même posé des bonnes questions sur les messages qu'il mettait dedans. Bon, la réalité ensuite, c'est de dire mesure. C'était un apprentissage mesure. Bon, il est clair qu'au bout de 2 à 3 touches, c'est la règle des 80-20. 80% du boulot avait été fait. Ce qui s'est passé derrière, ça n'allait pas lui détecter plus un lead maintenant qu'autre chose. Ok. Puisque tu as évoqué des outils là justement brièvement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu as toi une vision sur ce marché? Peut-être Jean-Philippe pourra aussi compléter sur les bons outils d'automation. Là, comme on a une population aussi un peu sales, plutôt orientée peut-être sales automation, qu'est-ce qu'une entreprise ou une équipe commerciale peut utiliser pour pouvoir faire du sales ou du marketing automation pertinent? Ça répondra à la question de Nadia, notamment. J'aurais du mal à empiéter sur ce que fait Jean-Philippe, qui mappe en permanence les outils, et je pense qu'il doit toujours tenir à peu près sa liste des centaines d'outils disponibles. 9932. Ah bah voilà, c'est quand on voit jusqu'à 32, c'est qu'on sait qu'il le fait de manière régulière. Non, il y a effectivement une pléthore d'outils, alors marketing et sales, qui se sont développés ces dernières années pour travailler, pour automatiser, pour écouter, pour savoir ce qui se fait. Je vais en citer quelques-uns. Jean-Philippe complétera certainement très largement la chose de ce que j'ai pu voir. On a regardé des choses comme on a travaillé, les SDR, on travaille avec des choses, alors pas qu'en automatisation, mais pour aider l'environnement commercial et SDR, des choses comme Lusha, des choses comme Lemlist, des choses un peu comme Bluebirds aussi. Lemlist, toi, tu as eu l'occasion de l'avoir dans tes équipes? On travaille avec Lemlist pendant un moment, avec Bluebirds, qui a aussi des capacités d'automatisation. Bon, globalement, en fait, tout le monde a essayé. En général, on avait son CRM, qui soit Salesforce, Dynamics ou autre. Donc, on a essayé de travailler autant dans le CRM. Puis, on s'est rendu compte que le CRM, c'était là pour stocker de l'information à peu près qui servait à faire du pipeline management, mais assez peu à animer la relation commerciale. Et c'est là où tous ces outils sont venus. Il y a des choses qu'on a testées qui ne sont pas directement en automatisation. Vous avez peut-être vu des choses comme Mojo, par exemple, qui permettent d'enregistrer les conversations et donc de comprendre ce qui fonctionne moins bien en termes de conversation. Donc voilà quelques types d'outils. Tous les outils alors qu'on va baptiser de growth hacking qui sont arrivés. Lusha en fait un peu partie, d'essayer de retrouver le bon contact. Donc voilà, donc il y en a différents qui sont testés, qui ont été pris. Je vous citais ceux-là, ils sont certainement pour une partie encore active dans les équipes SDR.
Jean-Philippe, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses, il y en a certainement plein que toi tu as. Oui, enfin, il y a un annuaire, effectivement, Mojo, c'est super. Il y a un annuaire qui est martechmap.com où il y a l'ensemble des outils, mais on se rend compte qu'on est un peu comme une poule devant un couteau quand on se retrouve devant une liste de 9000 outils. C'est qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment les intégrer dans un process. Donc, à mon sens, ce qui est important, c'est pas d'avoir plus de noms d'outils, c'est de bien comprendre la manière de les intégrer dans le process commercial. Et pour ça, faut que les marketeurs comprennent bien les commerciaux et vice-versa. Enfin, c'est plus le déploiement des outils qui pose problème, à mon sens. Mais comme ça, rapidement, Jean-Philippe, si tu devais conseiller à une équipe commerciale qui n'a pas la structure, qui n'a pas forcément l'équipe marketing qui va bien, et par exemple, je vois dans le monde des ESN où il n'y a pas énormément de soutien marketing des équipes, qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme outil pour, entre guillemets, débuter dans l'automation? Moi, je pense à Wallaxy, par exemple, qui est un outil extrêmement simple à prendre en main et qui donne une idée de ce que peut produire l'automation, et qui, comme le freemium est limité à 100 par semaine, ce qui est pas mal, c'est que ça t'oblige, si tu veux rester dans l'option freemium, à faire des batchs extrêmement ciblés. Est-ce que tu as d'autres outils de ce type-là que tu pourrais conseiller à un jeune commercial qui veut se lancer en autonomie? Mais d'abord, moi, j'adore ce qu'a dit Frédéric parce que oui, Wallaxy, c'est super, c'est un outil d'automation LinkedIn qui est très bien, mais arrêtons-nous là, n'allons pas trop vite. Wallaxy, c'est bien, ça automatise, mais qu'est-ce qu'on met comme message? Dans le discours de Frédéric, il y avait allons-y pas à pas, et puis faisons attention aux messages. Il nous montrait les messages qui faisaient qu'il n'était pas convaincu par la démarche. Donc, moi, j'aurais envie de dire, on prend un outil comme Wallaxy, on s'arrête là. Ensuite, on se met à écrire plusieurs variantes de messages, plusieurs stratégies, et pour voir, et on fait de l'A/B testing. On envoie 100 messages avec le message 1, 100 messages 2, 100 messages 3, 100 messages 4, et on affine son message. Donc, encore une fois, et puis on affine à quel moment du process commercial on envoie ce message, et on affine à qui on l'envoie ce message. Les filtres sur LinkedIn. Donc, avant qu'un outil, un seul, Wallaxy, c'est très bien pour commencer, mais avant qu'il soit bien déployé, bien intégré dans le process, au bon moment, avec le bon discours, il va y avoir beaucoup d'essais à faire avant de penser à un deuxième outil. Alors, nous avons quelques questions et quelques auditeurs qui s'impatientent là-dessus. On va donner la parole à Ossine qui souhaitait poser une ou deux questions peut-être. Si Ossine, votre micro peut s'ouvrir. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend bien. Oui, bonjour, je vais essayer de faire le plus simplement et le plus concis et être clair dans mes questions. Déjà, bonjour Frédéric. Bonjour. Je m'appelle Ossine, je suis étudiant chez Eurydice Business School en deuxième année de master ingénieur d'affaires à Lille. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Et je m'intéresse de plus en plus aux outils de growth hacking. En fait, j'essaie de les intégrer dans mes processus commerciaux. Et pour faire simple, en fait, de ce que j'en ai compris, parce que vous avez dit beaucoup de choses, on est inondé d'informations sur Internet, tout se mélange et on a de plus en plus d'outils de no-code, précisément, Oui. qui nous permettent justement d'atteindre l'objectif final qui est créer des opportunités. Donc, moi, on n'est pas là pour créer de la vente, on n'est pas là pour vendre en premier, on est là pour créer des opportunités. Donc, typiquement, le growth hacking, il y a du bon et il y a du moins bon. Vous l'avez dit vous-même, il faut segmenter, créer des personas. Vous avez parlé un peu de copywriting au final, pour faire du lead nurturing intelligemment. Là, on cherche d'aller dans l'hyper-personnalisation. Mais c'est assez difficile de automatiser cette hyper-personnalisation. Quand j'entends automatiser, on utilise bien sûr une méthode ABM, Account Based Marketing. On essaye de créer un funnel d'automatisation. Moi, typiquement, ça a été l'objet de mon mémoire de fin d'année, où j'ai créé une sorte de growth machine qui commençait par typiquement… Alors, par contre, oui. Ossine, je vais vous demander, parce que comme le temps est un peu compté, peut-être soit c'est une remarque, plutôt de poser votre question en fait directement, si c'est possible. Oui, d'accord, ok. Voilà. Ma question, est-ce que vous auriez une méthodologie pour les jeunes étudiants ou pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément d'équipe marketing, comme vous disiez, ou d'une brand assez forte en fait? Comment moi, en tant qu'étudiant commercial, je fais pour
atteindre une bonne prospection via de l'automatisation? Comment? Est-ce que j'ai été assez clair? Très clair aussi. Ouais, je pense que tu as été clair. Si tu es visiblement là dans une petite entreprise, mais le problème serait le même dans une plus large. Hein. Forcément, tu arrives, tu as plus de support, c'est plus structuré. Mais commence par les bons éléments, et je pense que tu les as cités. Hein. Tant que tu n'as pas bien défini à qui tu veux parler, ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux en attendre, cherche pas à automatiser. Et quel métage tu vas faire, cherche pas à automatiser. À la rigueur, passe quelques premiers coups de fil, envoie quelques mails, regarde comment ça marche. On en a parlé avec Sylvain quand on s'était fait la réflexion préparant. Si tu automatises un truc qui ne marche pas, tu vas juste faire marcher un truc qui ne marche pas beaucoup plus vite. Hein. Mais ça ne va pas marcher mieux. Donc, commence, n'automatise pas quelque chose dont tu n'as pas bien compris comment ça fonctionnait. Je peux d'ailleurs faire le parallèle. Hein, je te disais, chez ITsoft, on fait des logiciels d'automatisation de processus. Tu es dans une banque ou une assurance, leur processus qui sert je sais pas moi, à gérer une réclamation dans l'assurance, un sinistre. Ils le connaissent parfaitement. Donc, tu n'as pas bien compris chaque étape et tu ne cherches pas d'ailleurs à automatiser tout bout d'un seul coup. Tu cherches à commencer à automatiser, dire là, je vais gagner du temps, là, je vais automatiser cette tâche. Donc, reviens bien à ces fondamentaux, mais je pense que tu les as de ce que tu dis. Je me souviens c'était pas un cours, mais quand j'ai commencé, moi, je suis arrivé au marketing après avoir fait de l'avant-vente et de la vente. Et alors, quelqu'un m'a dit, et ce serait la même chose sur ta prospection, tu sais, c'est pas très compliqué. En fait, c'est très compliqué, mais c'est pas très compliqué. Le marketing, les deux choses que tu as à savoir, c'est à qui tu veux parler et qu'est-ce que tu veux leur dire. Alors, je me suis dit, c'est vachement facile, mais en fait, c'est là où tu mets tout le travail. À qui tu veux parler, qu'est-ce que tu veux leur dire, quels sont les personnages, quels sont les bons types de comptes, pourquoi. Et là, tu vas devoir faire beaucoup de recherches en fonction de ton entreprise. Et qu'est-ce que tu veux leur dire, quel message, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent. Si tu as bien ça, si tu sais le faire sur un email, là, automatise pour gagner en productivité. Et tu auras en plus des données qui vont là de plus en plus. Jean-Philippe parlait d'A/B testing. Là, tu vas te dire, si on envoie 50 comme ça et 50 comme ceci, avec un message différent, je vais peut-être commencer à avoir une différence significative sur un message versus l'autre. C'est un message super important, Frédéric, je crois, là, ce qui vient de se dire, enfin, ce que tu viens de dire, pardon, c'est de dire qu'on n'automatise qu'un processus qu'on a validé comme étant un processus qui fonctionnait. Donc, c'est d'abord forcément du testing non automatisé avec beaucoup de calls, beaucoup de mails, afin de trouver là où ça répond bien et enfin pousser une automatisation. Et je crois qu'on ne le dit pas assez. Les gens font du testing par automatisation, en fait. Je crois que Pierre, tu avais alors, pardon, Frédéric, si tu veux une réponse là-dessus, et Pierre, ensuite, si tu veux poser ta question. Non, on va passer à la question. Je vois que le temps tourne, qui plus est. Donc... Oui, Pierre, vas-y, parce qu'effectivement, mettre du temps, ça fait déjà, chers amis, 1 heure qu'on est ensemble, donc c'est passionnant. Et donc, on essaie de poser des questions rapides, efficaces. Pierre. Oui, alors je voulais juste dire, parce que c'était le titre Alto Massacre, et c'est vrai que sales et marketing, grâce au CRM, c'est une fonction qui est amenée à faire en sorte que les jeunes que l'on a deviennent un jour directeur général de l'entreprise. Le CRM, ça a été la dernière partie de l'entreprise qui a été logicialisée, et c'est aujourd'hui, je dirais, c'est la génération des gens que l'on forme qui sont appelés à devenir les DG des entreprises. Et ça, c'est important. Il faut permettre, avec ces outils de CRM, de sales automation, de faire en sorte que les gens passent plus de temps en vente et pas en reporting. Donc, arriver à faire en sorte que le reporting, ça soit un sous-produit de ces applications de CRM et de sales pour que les gens soient vraiment au contact et fassent des actions. Alors, c'est important parce que ça permet, avec ce CRM, d'améliorer la qualité des prévisions commerciales, ce qui permet d'augmenter la durée de vie des commerciaux. Et puis j'ai le témoignage de Veolia où un commercial a perdu une affaire à Nantes. C'est un non-événement. Le commercial, il perd toujours des affaires, mais le marketing a pu identifier que le concurrent commençait à gagner des affaires dans plusieurs coins de France et a permis d'avoir la lecture de la stratégie du concurrent. Donc le CRM permet aussi au marketing, oui, de connaître le marché, mais aussi de voir l'évolution de la concurrence. Et ça, c'est intéressant. Et également de faire le lien avec les réseaux sociaux.
pour voir dans les contacts de clients quels sont les clients que l'on a qui commencent à regarder nos concurrents, comme on peut regarder aussi les commerciaux et les marketeurs que l'on a dans nos équipes qui regardent aussi, qui ont mené à la fenêtre, quoi. Donc ça peut être aussi des outils qui sont utiles à la fois sur le présent et aussi sur la façon de conduire les actions. Et donc je voulais poser la question sur la relation avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire comment est-ce que se fait aujourd'hui la liaison entre l'outil de CRM et les réseaux sociaux? Merci Pierre. Alors, Ossine avait et je te laisse réagir. Vas-y, Frédéric. Oui, je vois qu'on est à la fin de l'heure, donc là, ça pourrait réouvrir tout un sujet. Moi, mon sentiment, et je suis parfaitement en phase sur le SOC et le CRM pour comprendre ce qui se passe, d'avoir de l'information sur les clients, faire du win-loss analysis sur ce qui a pu se passer, c'est essentiel. Parfaitement en phase. Je pense que justement, tous les outils, on a cité quelques noms, Jean-Philippe en a plein, je pense qu'ils sont super importants. Pourquoi? Parce que moi, mon expérience, généralement, le CRM, c'est devenu quelque chose d'absolument essentiel. C'est le repository, c'est là où il y a l'information typiquement pour piloter ses ventes, pour avoir toute l'information. Mais ça ne donne pas à un sales ou un SDR ce qu'il va faire le matin quand il arrive. Et vouloir le construire sans un outil complémentaire autour d'un CRM typique, c'est un peu compliqué. Et tous les outils qui sont venus, ils sont là pour ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait derrière. Là où je rejoins exactement ce qui a été dit également, c'est cette notion de productivité, on l'a mis en démarrage. Donc le but d'avoir des outils d'automatisation, c'est pas de passer son temps à essayer de contrôler l'outil ou de faire la tour de la planète de tous les outils qui existent, ça va être de gagner en productivité. Pour investir cette productivité dans son cœur de métier, c'est-à-dire être en contact avec des prospects ou des clients, réfléchir à justement les messages qu'on va leur mettre, quelle est la prochaine campagne qu'on va faire, plus qu'à essayer de savoir si on contrôle l'outil. C'est quand même le cœur. Et ça, on le retrouvera dans tous les métiers qui automatisent quelque chose. Le but du jeu, c'est de prendre, de libérer des ressources pour aller sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc, ce qu'il faut automatiser, c'est ce qui a faible valeur ajoutée. Le temps, ça sera peut-être une belle phrase de conclusion. Alors aussi, en tout cas, par rapport à la question qui était posée sur, en tout cas, l'inventivité qu'il peut y avoir pour essayer de se substituer au mail, bien évidemment, et Jean-Philippe le confirmait par ailleurs. Petite anecdote personnelle, alors c'était pas un chaton ou c'était pas quelque chose, mais alors je ne sais pas si c'était automatisé, mais après 2 non-réponses, et j'ai quelqu'un qui m'avait envoyé pour me demander si justement les questions de digitalisation c'était un sujet pour moi, et qui m'a envoyé quelque chose avec un morceau de papier écrit à la main, qui m'a fait beaucoup rire, mais qui était intelligent, qui n'était pas là-dessus. Et de se dire, ça, par contre, est-ce qu'on peut automatiser quelque chose qui ne soit pas dans le format classique de ce type? Oui. Je crois juste que si on veut conclure sur ce sujet, qui pourrait encore nous occuper pendant des heures, moi, je retiendrai 2 choses essentielles, prioritairement en tout cas, de ce que tu nous as dit, Frédéric. C'est que ça ne dispense pas de toute la stratégie en amont. Donc, ce qu'on voit chez Eurydice, travailler son ICP, ses personas, ses USP pour avoir un message qui soit différenciant. Et 2, n'automatiser que ce qui fonctionne. Je crois que ça restera pour moi un des éléments les plus importants. Absolument. En tout cas, grand merci à tous. Et on voit que là, on a passé 1 heure qui est passée très rapidement. Merci Sylvain, grand merci Frédéric, Merci à en tout tous. cas pour ton intervention et à très bientôt pour enrichir le partenariat entre Eurydice et le CMIT notamment. Donc, on va bientôt se revoir et tous les amis marketeurs et sales.